bien, bonjour, nous sommes réunis pour ce débat sur la fin de vie avec le docteur Béal, le médecin-chef de service du service de soins palliatifs du CHU de Dijon, et maître Mazen, avocat, maître de conférence en droit à l'Université de Bourgogne, auteur de différents ouvrages que je vous montre sur Vieillir dans la dignité, un combat pour demain, la démarche d'éthique appliquée. Tous les deux feront partie de l'espace éthique régional dont vous êtes également le vice-président. Le débat, effectivement, d'aujourd'hui porte sur la fin de vie. La loi Leonetti fait mention que les patients peuvent finalement aujourd'hui écrire leur directive de fin de vie, c'est-à-dire une sorte de testament spirituel de nature à guider les décisions des médecins ou de leur famille dans ce qui pourrait être appelé la décision ou non de poursuivre un acharnement thérapeutique. Est-ce qu'il faut que la loi aille plus loin? C'est l'objet de notre discussion. Alors à vous l'honneur, ou l'un comme l'autre. Avant toute chose, moi je souhaiterais dire que ce débat est un débat complexe et que souvent on le complique à l'envi. On le complique à l'envi en mêlant le côté philosophique, religieux, au côté juridique. Les deux sont très différents. Le droit donne des possibilités, la religion, la morale, la philosophie donnent des valeurs personnelles. Si je prends l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, mais elle ne m'oblige pas à la pratiquer. Donc il y a le choix personnel derrière qui est toujours le dernier choix. Est-ce que vous vous sentez lié alors, vous? Je crois que pendant des années, médecine, ma spécialité d'origine, anesthésie-réanimation, moi je l'ai pratiquée pendant des années, par exemple, sans aucun consentement éclairé des patients. C'est-à-dire, on les informait qu'on allait les opérer, qu'on allait pratiquer une anesthésie générale, on leur expliquait, parce que j'ai toujours été dans l'explicatif des gestes donnés, mais en fait, on ne leur demandait pas vraiment leur avis. Donc, il y a effectivement une évolution qui me paraît tout à fait importante, que le patient, sur lequel quand même s'effectuent les actes thérapeutiques souvent agressifs, on lui demande un minimum d'avis, maintenant qui est obligatoire, et puis une participation, compréhension des soins. Et je crois que quand on comprend ce qu'on va subir, ou ce dont on va bénéficier, suivant notre humeur, ben, on participe mieux effectivement à l'événement, et puis souvent il se passe nettement mieux. Donc je pense que là, il y a un véritable tournant dans la pratique médicale qui oblige les médecins à effectivement communiquer réellement avec leurs patients, ce qui n'était pas le cas franchement au départ, et puis à amener effectivement ce débat sur la volonté du patient. Alors, comme le disait Maître Mazin, il y a différents niveaux de volonté. Est-ce que l'on doit être tenu par la volonté du patient? C'est bien un problème difficile, parce que volonté, est-ce que la volonté est indépendante de toute pression? Est-ce qu'il y a une pression sociale? Est-ce qu'il y a une pression familiale? C'est quoi la volonté? Donc là, on rentre dans un débat difficile, mais je pense que dans notre démarche de médecins, tant de douleur que de soins palliatifs, il est évident qu'on demande au patient d'exprimer sa volonté et surtout son adhésion à une démarche palliative, par exemple, qui est très particulière. Parce que c'est quand même très différent. Oui, effectivement, la loi de 2002, la loi de protection des patients, a posé des principes nouveaux au niveau du consentement, mais pas simplement du consentement, de la décision par le patient. Et elle a été complétée en 2005 par la loi Leonetti, qui essaye de régler le problème, en fait, du droit à mourir, du suicide assisté ou de l'euthanasie. On peut utiliser les mots différents. Bon. Mais qu'est-ce qu'apporte la loi Leonetti? Elle s'oppose déjà à l'acharnement thérapeutique. Elle donne au patient qui a sa conscience la possibilité de décider lui-même d'arrêter les soins, de faire arrêter les soins, de débrancher, voire même d'interrompre l'alimentation et l'hydratation. Ce qui veut dire qu'à court terme, quelques jours ou au pire quelques semaines, le patient va décéder.
avec d'ailleurs la possibilité, pour éviter les souffrances, d'une sédation, donc une sorte de semi-coma réversible, pour que la personne ne souffre pas ou souffre le moins possible. Ceci, c'est dans le cadre où le patient a sa conscience. C'est lui qui décide. Avec en outre un grand principe posé par la loi Leonetti, c'est le principe du double effet. Le médecin a la possibilité de soigner la douleur avec une dose même forte, même si elle doit finir par hâter la mort. Donc là, les choses sont relativement claires quand le patient est conscient. Quand le patient n'a pas sa conscience, les choses sont complètement différentes. Et là, on revient à une sorte de pouvoir du médecin, puisque la loi prévoit que le médecin va prendre sa décision après avoir consulté un autre praticien, après avoir pris l'avis de l'équipe soignante, après avoir consulté les directives anticipées dont vous parliez tout à l'heure, et également avoir consulté la personne de confiance. Tout ça est a priori bien agencé et fonctionne bien si la loi est connue, si on a la volonté de vraiment mettre la loi en œuvre. Or, ce qui se passe bien souvent, pris dans la rapidité, pris aussi un peu dans le paternalisme médical, il y a un certain nombre de médecins qui vont décider, on débranche pas, on interrompt les soins, qui vont communiquer ou pas avec l'équipe soignante et qui vont prendre un avis par téléphone d'un autre confrère. Et ça, cela conduit souvent à une véritable souffrance du personnel soignant qui a le sentiment qu'il n'est pas consulté, qu'on ne prend pas son avis et qui ne comprend pas les décisions que bien souvent ils sont amenés eux-mêmes à mettre en œuvre. Parce que celui qui fait la piqûre, celui qui débranche, c'est rarement le médecin, c'est en général l'infirmier. Et dans ce cadre-là, on est, pour être en face de cette souffrance, on est souvent obligé de mettre en place un groupe de réflexion éthique pour justement rétablir la discussion. Ce dont on souffre donc, c'est 1, la non-connaissance ou la connaissance insuffisante de la loi Leonetti, et 2, l'absence de communication, l'absence de discussion au niveau de l'équipe soignante en général. Est-ce que ce n'est pas à l'opposé de ce que se passe dans les soins palliatifs? Parce que là, on parle de... Vous utilisez des termes très durs, la piqûre, débrancher, enfin c'est quand même un arrêt un peu brutal. Voire arrêter l'hydratation et l'alimentation, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la philosophie même des soins palliatifs, qui sont au contraire un accompagnement jusqu'au bout? Je crois que c'est intéressant d'entendre un juriste utiliser les mots des médecins. Moi, je trouve que c'est tout ce qu'a dit Maître Mazin, je l'approuve, hein, dans la mesure où c'est vraiment ce que l'on vit en permanence. Mais la démarche palliative, elle peut être mise en place dans un service de réanimation. Et justement, le grand progrès de cette loi Leonetti, qui est souvent méconnue, c'est de dire effectivement qu'un patient inconscient, même dans un service de réanimation, le médecin met en œuvre une démarche qui est qualifiée, comme dans toutes les lois, par l'article L machin un truc, mais n'empêche qui est la démarche de soins palliatifs. Donc même dans un service de réanimation, débrancher un respirateur, c'est pas couper le robinet d'eau froide et couper le robinet d'eau chaude. C'est-à-dire c'est prendre soin de la personne, d'avoir informé quand il est conscient, et effectivement quand il n'est pas conscient, d'avoir eu une démarche, et c'est la démarche qui est éthique. La décision en elle-même, elle ne l'est pas. La décision, il n'y a pas de décision éthique ou non éthique. Par contre, la démarche sur laquelle on va avoir, c'est la discussion, elle va être éthique. Et la discussion éthique, ça veut dire que ça prend du temps. Et ça, en médecine, tout le monde manque de temps. Mais en fait, dans une structure de soins palliatifs, et comme quand j'étais en réa, on avait des décisions de temps en temps à prendre de non-poursuite de réanimation lourde, parce qu'il nous semblait, nous médecins et cadres et infirmiers, qu'on était dans une obstination déraisonnable. Donc un acharnement thérapeutique, comme vous l'avez dit au départ. Et obstination déraisonnable me va beaucoup mieux parce que je pense qu'en s'obstinant, on a fait des progrès thérapeutiques de façon importante. Mais il y a un moment donné où l'obstination devient totalement déraisonnable et il faut mettre un frein.
Alors, le soin palliatif, la démarche palliative, c'est d'accompagner la personne dans sa fin de vie avec le moins de techniques possible et de ne pas le laisser des semaines sous un respirateur, par exemple en réa, qui ne sert à rien, ou d'avoir des alimentations qu'on sait très bien en fin de vie, par exemple une alimentation par voie intraveineuse, on sait très bien que chez les patients en fin de vie de cancer, ils n'absorbent pas les calories. Ça, c'est prouvé, malheureusement, on en a l'expérience en réa, on en a l'expérience tous les jours dans une unité de soins palliatifs. Il n'est pas question du jour au lendemain de couper le robinet d'alimentation parentérale, mais d'amener progressivement avec le patient en lui expliquant et en prenant son avis. Il y a des patients qui ne veulent pas qu'on arrête leur alimentation parentérale. On ne l'arrête pas, même si on sait qu'elle ne sert à rien. Vous sembliez tiquer sur le fait que Dr Béal dise c'est la décision n'a pas de valeur éthique ou non, c'est le process qui est éthique. Tout à fait, non mais Jean-Louis Béal a parfaitement raison. Et je crois d'ailleurs que nous sommes tous les deux d'accord sur toutes ces hypothèses où soins palliatifs et acharnement ou fin de l'acharnement thérapeutique se superposent quelque peu. Et il faut bien dire que, pour les auditeurs, que cela, la loi Leonetti, règle 98-99% des cas, à condition, bien sûr, qu'il y ait une vraie discussion, qu'il y ait tout ce qu'il faut au niveau de la démarche éthique. Alors, ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est qu'on va prendre le 1% des cas pour en faire un débat national. Le 1% des cas, c'est quoi? Eh bien, c'est Humbert, c'est Chantal Sébir, c'est-à-dire des gens qui, contrairement à la loi, ne sont pas en phase ultime, ne sont pas à quelques jours ou quelques semaines du mourir, mais sont peut-être à quelques années, parce qu'ils considèrent que leur vie ne vaut plus le coup d'être vécue, parce qu'ils souffrent. J'admets tout à fait leur souffrance, je la reconnais, mais cela ne leur donne pas le droit d'avoir accès à la loi Leonetti. Et donc, ces gens-là, eh bien, effectivement, ils se trouvent devant une impasse. Alors, le suicide assisté. C'est le suicide assisté. Alors, face effectivement à cette nécessité, pour ces quelques cas, encore une fois, hein, on a grosso modo 3 solutions. La première qui est de dire, c'est l'interdiction, c'est le cas actuellement, c'est l'interdiction, vous n'avez droit à rien. La deuxième solution qui est proposée par le Comité consultatif national d'éthique, c'est de dire, on maintient l'interdiction de tuer, car c'est de cela qu'il s'agit. Et cependant, dans ces cas extrêmes, on va prévoir une excuse atténuante ou une excuse absolutoire, c'est-à-dire le fait qu'on dise, s'il l'a fait dans de bonnes conditions, ce sera sans condamnation. Il y a peut-être une troisième solution qui, moi, me plairait plus, parce qu'elle ne donne pas la responsabilité aux juges. Et les juges ont beaucoup de travail, il ne faut pas leur en donner encore plus, à mon sens. C'est de dire, eh bien, on va créer dans chaque département ou dans chaque région un comité d'éthique spécialisé, et la décision de permettre à la fin de vie ne sera prise qu'après avis du comité d'éthique spécialisé dans ce domaine. Je crois qu'effectivement, il faut bien distinguer la notion de personne en fin de vie au terme d'un processus relativement long et la personne qui veut mourir finalement, parce que je vais dire, je crois que c'est de Voltaire, je vais peut-être faire une fausse citation, je me méfie, c'est très à la mode, il y en a qui se sont fait ramasser à cause de ça, mais à un moment, ils ont le nez si épaté qu'on ne saurait les plaindre. C'est effectivement, et on peut trouver à ce moment-là, chacun peut à un moment de sa vie, peut dire ma vie est invivable, etc. Je crois que c'est et puis ça met les médecins dans des conditions épouvantables. Tout à fait. Alors, quelle est la limite? Il y a un État américain dont j'oublie le nom, mais qui autorise l'accès à une sorte de kit de fin de vie. Alors cela se fait avec plusieurs mois, une démarche avec des psychologues, des psychiatres, etc. Eh bien, dans ceux qui ont fait toute cette démarche, qui donc ont obtenu le kit de fin de vie, il y en a 25% qui ne l'utilisent pas. Ça, c'est encore une minute, monsieur le bourreau. On peut avoir toutes les belles idées quand on est encore en bonne santé, en disant « moi, je ne veux pas d'une vie dégradée, etc. »
il faut toujours être extrêmement prudent. Et c'est pour cela qu'un processus éthique est nécessaire, parce qu'il faut toujours redemander, consulter, pour voir si, à la dernière minute, la personne veut vraiment passer de l'autre côté, ou si, à la dernière minute, elle ne veut pas encore un ultime délai. Pour finir ce débat, sans doute beaucoup trop court, mais revenons sur ces directives de fin de vie, ce texte que les personnes pourraient écrire si elles en avaient connaissance. Quelle serait votre position? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conseils à leur donner dans cette rédaction et quels seront votre sentiments, vous, sur son utilité? Est-ce que vous les avez vus? Je crois qu'il y a une grande difficulté à percevoir aujourd'hui ces directives anticipées, même si les décrets d'application sont passés, qui sont donc en acte principalement disponibles. C'est vrai que les médecins ne vont pas cherchement les chercher. Il y a une difficulté quand même dans la loi Lonetti, c'est que ces directives anticipées ne sont pas opposables aux médecins. C'est-à-dire que le médecin doit prendre condition, doit prendre connaissance de ces directives, mais il n'est pas tenu de les suivre absolument. Donc là, il y a une espèce de clause de conscience quelque part, mais il y a aussi et je crois que à la fois c'est très ambivalent cette non-opposition, mais elle est très prudente parce qu'elle permet justement d'ouvrir une discussion avec le patient sur ce qu'il a écrit. Parce que directive anticipée, au jour d'aujourd'hui, on se pense tous les trois en bonne santé et on va écrire ce qu'on ne veut pas et qui nous surviennent dans les 3 ans qui reviennent. Les 3 ans qui vont venir, donc je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et moi j'ai souvenir d'un monsieur atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, cette maladie épouvantable qui paralyse tous les muscles et qui finit par une insuffisance respiratoire, dire et écrire, faire écrire parce qu'il ne pouvait plus se servir de ses mains, mais capable de dire ce qu'il voulait, jamais vous ne me ferez de trachéotomie pour respirer. Et le jour où il a fait une détresse respiratoire, il a exigé qu'on le trachéotomise. C'est son droit le plus strict, et ce n'est pas parce que, justement, en mélangeant un petit peu testament de vie, suivant notre modèle nord-américain, qui s'impose aux médecins, parce que dans une réa américaine, quelqu'un qui a un testament de vie qui a marqué pas de trachéotomie, le médecin qui pratique la trachéotomie, non seulement est quasiment exclu de l'hôpital, mais a des soucis. Donc moi je crois que c'est une ouverture à la discussion qui est importante, qui permet aux patients et aux familles de pouvoir au moins amorcer une discussion en disant voilà ce que nous avons écrit. Et moi je crois qu'à ce niveau-là, effectivement, elle mériterait d'être plus connue, de même que la notion de personne de confiance, qui au jour d'aujourd'hui encore, nous, à la Mirandière, par exemple, on fait systématiquement remplir la déclaration de personne de confiance. C'est-à-dire que la personne qui rentre nous dit qui est sa personne de confiance, et la personne de confiance reconnaît qu'elle a été nommée en signant. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de nommer une personne de confiance, parce que ce n'est pas une autoproclamation, la personne de confiance. Je ne m'autoproclame pas personne de confiance de mon épouse, parce que on n'a que 25% des personnes de confiance qui sont dans le couple. Donc la preuve qu'on fait fortement confiance à nos conjoints. Mais bon, et ça, c'est une possibilité en leur expliquant pourquoi. Et ça ouvre des discussions qu'on n'avait pas antérieurement. Et ça permet aux personnes de se positionner en sachant que jusqu'au dernier moment, je revendique le droit de changer d'avis. Maître Mazen, le mot de la fin, est-ce qu'on peut imaginer, comme aux États-Unis, qu'un jour ça s'impose et que le médecin... Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut bien comprendre en même temps la détresse du patient devant la fin de vie, mais aussi la détresse du médecin devant des choix qu'il doit faire et qu'il doit faire très rapidement. Et je crois que pour essayer de diminuer cette détresse, le législateur a voulu donner des outils, les directives anticipées, mais qui ne sont effectivement qu'un élément de référence, pas une obligation. La personne de confiance, qui n'est pas non plus une obligation. Mais cela va permettre au médecin, en prenant l'avis de l'un, de l'autre, d'essayer de se faire son opinion et de prendre la moins mauvaise solution. Alors, dernière question, est-ce que vous répondrez par un oui ou par un non? Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous ferez vos directives de fin de vie? Quand? Je les ferai et je vais essayer de les faire très rapidement. Parce que malheureusement, la faucheuse, elle intervient toujours au moment où on ne s'y attend pas. Moi, je pose toujours la question quand.
mais je crois qu'effectivement, elles sont révisables tous les 3 ans. Hein. Donc, moi, je dirais non actuellement parce que l'évolution de la médecine est telle que ce qui était extraordinaire et disproportionné il y a 5 ans ne l'est plus. Donc, mais je crois que si je commençais le lourd travail, le lourd chemin d'une personne atteinte d'une maladie, je ferais mes directives auticiques. Je crois qu'il faut quand même bien dire aux téléspectateurs que les directives de fin de vie, la personne de confiance, c'est quand on est encore en bonne santé qu'il faut y penser. Après, il est souvent trop tard. Docteur Béal, Maître Mazen, merci. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.